Bon, ça a l'air bon. Ça a l'air bon sur le stream. Je couperai tout ça de toute façon. Bon, bonsoir à tous. Je couperai le début, c'est pas très grave. L'essentiel, c'est que ça fonctionne. Par contre, il faut que je règle ce souci de son en double dans le casque que j'avais pas avant. Et je pense que c'est mon branchement. Euh... Je pense que c'est le branchement de mon casque qui est pas bon. Je l'ai rebranché et je pense que c'est lui qui est pas bon. Il va falloir que je vois ça. Je vais m'en occuper, c'est pas grave. L'essentiel étant que le stream fonctionne. Bon, on est parti avec un peu de retard, c'est pas très grave, on est parti. Encore un truc allemand, de 3 mois d'attente onaniste pour un truc allemand, les germanophobes vont faire un malaise vagal, mais bon, c'est vrai que c'est tout à fait exact. Ceci étant, faut avouer, est à moitié pardonné. Alors, je ne sais plus pourquoi je suis parti à la base sur ce sujet, ça fait un petit peu trop de temps que je l'ai traité pour me souvenir de comment je suis tombé dessus et comment j'ai eu envie de le rendre en vidéo. Ça dessine une espèce de trajectoire dans ces vidéos sur des sujets un petit peu tout venant, où on bascule soit dans le royaume de l'anecdote historico-politique, soit dans des compléments aux pures vidéos historiques. Donc il y a de ça dans mes travaux onanistes à venir. Et je pense que je vais ponctuellement traiter de scandales politiques et de mœurs ou sociétaux au sens large et voir ce que l'on peut en tirer sur un temps et un lieu. Ou que je vais parfois en profiter sur d'autres vidéos pour compléter mon travail historique. Et puis de temps en temps, on ouvrira des horizons sur complètement autre chose. Et peut-être que si je stream pendant longtemps, ben, on finira sur l'architecture des bâtiments administratifs kurdes ou sur le réseau d'égout de Bamako. On verra bien. Donc pour le moment, on est là-dedans en Allemagne, dans les backrooms. Alors, quid de cette affaire Eulenburg En fait, maintenant que j'y pense, c'est aussi une façon de confronter le réel avec notre fond un petit peu de paresse intellectuelle, ou plutôt l'impossibilité de tout savoir et de fonctionner sans préjugés et acquis reposant sur rien d'autre que de vagues connaissances ou des impressions générales, parce qu'on a vraisemblablement mieux à faire que de connaître tous les détails de la marche du monde dans ses aspects les plus insignifiants. Vous savez, ces croyances qui nous viennent un petit peu de nulle part, cette sensation de connaître le monde d'avant et de savoir en décrire les hommes et les actions, tous ces trucs qui sont largement relayés par le barnum intellectuellement paresseux ou convenu pour qui fatalement c'était moins bien avant, ou le délire conservateur pour nous dire qu'on voyait pas les mêmes choses, qu'on est dégénéré, mais là ça n'est pas le cas. Enfin si, mais bref. Avant, on était homophobe, misogyne, violent, maintenant c'est mieux, même si rien n'est moins violent, et qu'on n'est pas moins méchant qu'avant non plus, juste que la contrainte sociale, l'autocontrainte, aurait dit Elias, a évolué. Hein, toujours aujourd'hui, pas grand monde n'a envie d'avoir un fils PD. Même chose avant, hein, si on est de droite, on dirait qu'il n'y avait pas autant de sodomites et de travelots, alors que si, mais effectivement avec une contrainte différente. Ça rejoint ce que j'ai dit au moment des cadets, par exemple, sur lequel je reviens ponctuellement. C'est évident que jamais de la vie, à titre individuel, je ne ferai l'apologie de l'Allemagne de 1912 et de la vie que ces types ont connue. J'en serais malheureux d'y vivre en ce temps et en ce lieu, non. L'idée, c'est plutôt de comprendre que toute la société, de ce temps par ailleurs réellement plus dur, était finalement la même scène que la nôtre, mais avec des rideaux plus épais. Tout le but était de conserver les rideaux le plus fermés possible, de ne surtout pas libérer les instincts humains, de faire comme s'ils n'existaient pas. La stabilité de la cocotte se faisait au prix de son sifflement parfois monstrueux, et puis au détriment du malheur de certains, mais procurait le répit que notre société civile a un petit peu abandonné. Disons que la tranquillité de la majorité se faisait, on va dire, dans la négation de la minorité. C'est cette phrase de la marche de Radetzky dont on avait parlé avec Pierre il y a longtemps. Je cite Joseph Roth. C'était, on le sait, une époque sévère, mais qui savait distinguer les cas exceptionnels et qui même les aimait. Bref, c'était pas mieux avant, c'était pas moins bien, c'était différent. Vous voyez ici Der Eigen, le particulier, premier journal homosexuel en 1896 plutôt. Donc Zeitschrift für Freundschaft und Freiheit, donc revue pour l'amitié et la liberté. Donc c'est un peu la même chose pour l'affaire Eulenburg, où la Prusse apprend qu'il ne vaut mieux pas que les spectateurs sachent réellement ce qui se passe en coulisses, mais que nécessairement eh bien, la modernité conduira à ce qu'ils l'apprennent.
parce que sur scène, eh bien, se joue en fait le même spectacle depuis 5000 ans, partout, tout le temps, celui de l'homme, et donc en coulisses aussi, sauf que là, eh bien, deux mondes se rencontrent maintenant parce que les temps ont changé et les moyens de communication aussi. Il y a un second contexte, vous le voyez à l'image, parce que oui, les rideaux commencent à être levés. En fait, c'est le temps du premier mouvement homosexuel. À partir du milieu du 19e, on a les premières publications, les premières associations, les premières luttes pour la dépénalisation, l'apparition du terme homosexuel aussi. Et tout cela dans le monde germanique, même si à d'autres endroits, on a eu par exemple le jugement d'Oscar Wilde en 1895 qui a aussi entrebâillé une porte. Mais là, c'est différent. Nous ne sommes pas, malgré ce que l'on peut penser de la prussianité, nous ne sommes pas dans l'Angleterre victorienne. En 1897, par exemple, est transmise en Allemagne la première pétition visant à la suppression de l'article incriminant l'homosexualité. On a aussi, donc à la même date, toutes ces premières revues scientifiques ou culturelles sur le sujet. Donc vous voyez ici les condamnations au titre du paragraphe 175, donc qui condamne l'homosexualité, et vous voyez ici les condamnations par régime avec cette croissance, et vous voyez dans un second temps les condamnations après 1945, où vous voyez bien que la vraie rupture, effectivement, c'est un fait, c'est 1968, ça n'est pas une légende, on condamnait plus pour homosexualité en 1960 qu'en 1900. Bon après, pour ceux qui se poseraient la question, dans les dernières années, les condamnations, je crois que c'est plus effectivement pour des questions d'âge que d'actes sexuels. On condamnait sous le titre de cet article des hommes qui avaient tendance à enculer des garçons un petit peu trop jeunes. Et pour ceux qui se demandent, en France, la dépénalisation c'est 1982, mais il faut savoir que ça n'existe pas comme délit entre 1791 et le régime de Vichy qui va le rétablir. Bref, donc de 1860 à 1910, on a un premier vrai mouvement homosexuel de masse qui est encore limité bien sûr par les censures, les condamnations et puis la société en tant que telle, mais premier mouvement qui n'est quasiment pas sexuel, en tout cas dans sa revendication. Vous vous doutez bien, hier comme aujourd'hui, on a conscience qu'il n'y a pas de quoi être fier non plus de s'enfiler comme ça, mais qui est surtout culturel, juridique et scientifique et qui va faire appel d'air bien pour les années 20. Condamnations d'ailleurs, comme vous avez vu, qui sont assez molles sous le Deuxième Reich et sous Weimar. Seul le Troisième Reich fait exception, malgré sa réputation très homo-compatible. Et je réinsiste, hasard de l'histoire peut-être, mais c'est un mouvement très allemand. Ça se couple avec autre chose que l'on verra, le mouvement de jeunesse qui est le Wandervogel, qui est un succès énorme dans le monde germanique, qui est une sorte de, on va dire, scoutisme anti-moderne et anti-autoritaire, très, très axé dans le monde de la jeunesse, dans un monde qui est aussi plus rigide que dans certains autres pays occidentaux. Mouvement dont je vais m'occuper un jour, je pense. J'en dis pas plus sur le fond, mais sur la forme. Chez certains théoriciens, tout ce mouvement de jeunesse, ça s'accompagne d'un lien de nature homo-érotique comme moteur. Chez les théoriciens concernés par la chose, j'entends, et sans que ce soit d'ailleurs forcément de nature sexuelle. Et enfin, sans que ça dépasse le strict cadre théorique, bien entendu. On a donc à la fois les premières libérations et les premiers immenses scandales, notamment étatiques, l'affaire Redl par exemple, le chef du contre-espionnage autrichien que la Russie faisait chanter début 20e parce qu'il était homo, on en a parlé dans Les Grands Traîtres. Et la France n'est pas touchée autant, donc c'est un sujet, on va dire, qui nous concerne moins, puisque l'homosexualité n'y est pas illégale, au mieux elle sera discriminée en tant que comportement privé, mais pas par le droit sous la Troisième. Donc pas de condamnation, pas de scandale. J'allais dire, on s'encule en toute liberté, peut-être pas, mais voilà, en tout cas, ça ne veut pas dire qu'on le raconte à tout le monde. Même Proust a bien conscience qu'il y a des limites à mettre en scène des gens qui se mettent des trucs dans l'oignon. Ce qui n'empêche pas d'être un génie littéraire, bien entendu. Alors, au-delà du contexte, quid de cette affaire Eulenburg ou Ardennes-Eulenburg ? Eh bien, l'affaire est avant tout politique, mais on l'a dit, il y a un contexte et le chantage, déjà à l'époque, en matière de déviance et monnaie courante dans les affaires de mœurs.
Bismarck ayant été renvoyé en 1890, la nature de la politique prussienne change, son ambition mondiale nouvelle lui aliène aussi bien la Grande-Bretagne que plus tard la Russie, et bien entendu la France. Et ça, elle n'a pas eu besoin. La veille politique n'est pas partagée cependant par toute la cour. Un des personnages devenus proches de l'empereur est le comte Philippe zu Eulenburg. Vous le voyez ici, ce brave Philippe. Qui est-il ? Alors, fils de la noblesse d'armée, adjudant du maréchal von Wrangel, croix de fer en 1870, docteur en droit, il est ambassadeur dans un certain nombre d'États germaniques jusqu'en 1902. Il est un vrai noble, un Uradel, on en avait déjà parlé la dernière fois avec les tournons de Taxis, donc soit une noblesse en l'occurrence d'avant les lettres patentes, noblesse depuis le XIIe, présente en Prusse depuis le XIVe, comte depuis 1786. Il appartient néanmoins à une branche de Junker appauvri qui vit de salaire du capitaine du père. Grand ami de Gobineau par ailleurs, qu'il a rencontré en Suède où il était diplomate, il est un fervent adepte des théories ariennes, un mari et un père de 8 enfants, mais aussi un compositeur de ballades à l'eau de rose qui auront un immense succès. Un homme donc aux talents multiples et un bon père de famille. De 12 ans plus âgé que l'empereur, il exerce sur ce dernier un fort ascendant, il l'a rencontré en 1886, et ils resteront très proches pendant 22 ans. À l'accession au trône de Guillaume II en 1888, il acquiert une importante influence occulte, et les rumeurs commencent déjà de façon feutrée. Sa nomination comme ambassadeur à Munich est par exemple bloquée par Bismarck, qui le trouve bien trop dilettante et romantique pour un tel poste d'importance, pour rester bien sûr poli et bienséant dans les termes, et ne pas dire ce qui lui reproche concrètement. Concrètement, pas forcément d'ailleurs de se faire taper dans l'arrêt, mais des caractères qui vont avec. Comme j'ai dit, nous sommes dans un temps d'une autre philosophie de l'homme. On ne reproche pas à l'homo sexuel ce qu'il fait, mais ce qu'il est au sens moral, conditionné par sa nature passive et son attrait sexuel dans un monde d'hommes. Hein. Je vous rappelle que ce monde de l'élite politique est un monde composé exclusivement d'hommes. Il joue un rôle, Eulenburg, en tant que proche du Kaiser dans la chute de Bismarck en 1890, servant notamment les intérêts de celui qui dessinera la nouvelle politique extérieure allemande que vous voyez ici, Friedrich von Holstein. Avant que les deux hommes ne se brouillent d'ailleurs. En quelques mots alors. Sur Bismarck en fait à l'époque est soupçonné de projeter des manœuvres politiques pour briser la coalition parlementaire des libéraux nationaux et des conservateurs, donc dans le but de paralyser le gouvernement et ses projets, notamment ses projets de loi au Reichstag, et donc de se présenter ainsi comme le médiateur toujours indispensable. Hein. Si l'on n'a plus besoin de vous, il faut créer ce besoin. Après bien sûr la fin du Kulturkampf entre catholiques et protestants qu'il avait largement nourri pour... là aussi servir son intérêt politique. Bref, il fait du Bismarck à l'intérieur du pays, sauf qu'il rencontre l'opposition de Guillaume II qui veut s'éviter une crise de début de règne, et il se fait bien savonner la planche par les courtisans, il est limogé en mars 1890, et donc l'ancienne politique réaliste va céder le pas bien devant cette nouvelle Welt politique. Zu Eulenburg, à cette époque-là, est ensuite ambassadeur en Bavière puis à Vienne, où il rencontre d'ailleurs Houston Chamberlain après Gobineau, et fait réellement, c'est un fait, hein, là encore, en coulisses, le beau temps dans la politique interne et externe de l'Allemagne. Salut Jouet, faut que je remette le chat dans OBS, j'ai dû l'ouvrir sur mon téléphone portable. Donc vous voyez ici ce brave Guillaume II en conversation avec notre bon Zu Eulenburg. Regardez-les comme ils ont l'air bien et tout à fait en pleine amitié virile. Donc avec Eulenburg, on est en face d'une sorte de Rasputin noble, toute proportion gardée bien sûr, avec d'ailleurs les mêmes penchants plutôt à la mystique, auquel il faut ajouter un antisémitisme profond, un nationalisme à tout crin tendance péril jaune de Guillaume II, et le caractère assez féminin de Guillaume II en fait une assez bonne aussi tsarine, Alexandra Fedorovna de substitution. Attention, je ne lui impute pas une relation non plus, au Kaiser, on a zéro preuve sur ce point précis. Donc Eulenburg est élevé à la dignité de prince, il favorise la nomination de von Bülow, qui sera le chancelier de 1900 à 1909, et dans ce parcours-là, son chemin n'est pas sans ornière non plus, puisque son frère cadet Friedrich, qui est officier dans l'armée, est accusé d'homosexualité lui aussi en 1897 et passe en cour martiale.
Notre bon prince a la curieuse habitude de recevoir l'empereur et de nombreux dignitaires de haute noblesse prussienne dans son château de Liebenberg, tous en célibataire. Alors à qui son île, à qui son château, hein, peu importe. Liebenberg, la montagne de l'amour. Ambiance virile donc et grosse moustache, on a beau dire que c'est pour écouter du Strauss, on voit très vite d'où vient le problème quand des moustachus se retrouvent avec des gros cigares dans les mains et pas de femmes. Et alors va commencer une sombre affaire de politique et de mœurs, le plus grand scandale d'homosexualité à l'époque. Cette affaire n'est pas à prendre à la légère, elle est l'une des affaires qui secoue le plus le Reich allemand du début du XXe, en coulisses et en public. Le chancelier von Bülow la comparera à l'affaire des poisons. Disons que la France connaît à l'époque l'affaire du canal de Panama ou l'affaire des fiches, mais cette affaire est plus comparable à une affaire Dreyfus, dans le sens où elle est politique, mais elle engage une partie du corps social, orientation religieuse dans un cas, orientation sexuelle ici, conservatisme face à progressisme, voilà, on est un petit peu dans les mêmes mécanismes. Commençons par l'homme par qui le scandale arrive. Maximilian Harden, né Felix Ernst Witkowski, qui est un journaliste et polémiste juif allemand, né en 1861, converti au protestantisme. Il est un autodidacte, formé à l'art dramatique, qui sera critique de théâtre d'abord dans de nombreux journaux, dont le Berliner Tageblatt. Et bien dans cet exercice, il se fait très vite une réputation. Le problème, c'est qu'il a un très fort goût pour la polémique, ce qui le fait rapidement déborder de ce simple cadre. À partir de 1892, il publie le journal Die Zukunft, le futur, pour ceux qui voudraient savoir. Journal d'inspiration vaguement social-démocrate, alors qu'Harden était plutôt initialement monarchiste. Et il va, dans ce journal-là, critiquer l'entourage conservateur du Kaiser avant de devenir lui-même impérialiste. Il passera à nouveau d'un extrême à l'autre en 14, il va devenir belliciste, puis il va redevenir pacifiste et wilsonien une fois la guerre perdue. Bon, après, on ne lui demande pas non plus de la continuité dans les idées. Et il sera blessé par une attaque des Freikorps en 22, il se retire en Suisse où il mourra en 1927, mais peu importe. Die Zukunft, donc, est le journal d'un homme seul, ou quasiment, comme souvent à l'époque, qui va mener une croisade de destruction de la légitimité du Kaiser, dans une revue certes confidentielle mais lue des élites sociales, où ses critiques acerbes lui valent 2 condamnations à la prison et à des amendes pour lèse-majesté, ce qui lui servira pour devenir plus tard plus malin et mieux diriger ses attaques. Bref, c'est un parvenu, sans le côté péjoratif du terme, qui a construit seul un outil qui lui permet de s'en prendre aux puissants. Puissant par ailleurs, chez qui il cultive une amitié individuelle plus que de parti. Il sera ami avec un Bismarck en disgrâce ou un Rathenau en pleine ascension par exemple. Rejeté par les cénacles du pouvoir, il cultive donc son ressentiment sous la forme de l'appropriation personnelle de l'intérêt de la nation contre les coteries et les partis qui la privent de sa puissance et agissent dans leur intérêt plutôt que celui de la communauté. Alors, vraie ou fausse motivation, peu importe, c'est là tout l'intérêt d'être persuadé de son bon droit, et comme tout homme à la pensée changeante, eh bien, Harden a la chance d'être toujours dans son bon droit, peu importe ce qu'il pense. C'est bien l'avantage que vous avez quand vous pensez pas la même chose 2 jours d'affilée, et que vous restez quand même persuadé d'avoir raison. Donc, dès 1901, le prince Eulenburg, que vous voyez là, est pris pour cible. Harden avait été prévenu de l'homosexualité du prince par von Holstein, le chancelier devenu rival, et Harden, devenu à ce moment-là lui-même impérialiste et partisan de la belle politique, voilà une belle occasion de s'attaquer à l'entourage modéré et aristocratique du Kaiser qui le tempère. Il n'est pas cité nommément, Eulenburg, pas plus que ses turpitudes, mais tout le monde comprend qui est cet ambassadeur jamais présent et qui préfère faire du spiritisme et composer des ballades. Sa mise en disponibilité administrative interrompt pour un temps les attaques, mais son retour à la cour en 1905 ouvre à nouveau les hostilités. À ce moment-là, Harden impute au prince la faiblesse du Kaiser dans l'affaire marocaine, Kaiser incapable de s'opposer aux exigences françaises et d'ainsi répondre aux angoisses de l'opinion publique suite à la conférence d'Algésiras. Il est peu probable que Eulenburg est à voir dans une résolution déjà ancienne de l'empereur, et il est vraisemblable que le Maroc n'eût jamais déclenché une crise assez profonde pour entrer en guerre, surtout seul contre tous, mais peu importe. On a un coupable, à défaut de pouvoir s'attaquer à Guillaume II directement. Il faut donc
battre le fer tant qu'il est chaud. Le journaliste décide de déchaîner la tempête à partir de 1906, lorsque Eulenburg obtient l'ordre de l'Aigle Noir, alors que l'Allemagne a dû s'incliner à Algésiras, exigeant, par voie de presse, la disgrâce de la Camarilla ou de la table de Liebenberg, du nom du château du prince, cette clique qui fait la pluie et le beau temps dans l'ombre depuis la disgrâce de Bismarck, réunissant notamment Kuno von Moltke, qui est, je crois, à l'époque gouverneur militaire de Berlin, que vous voyez là, et Eulenburg, entre autres. Mais sans les nommer, on ne va pas prendre de risque, donnant seulement assez d'indices pour que les milieux autorisés les reconnaissent et assez d'allusions pour faire comprendre aux accusés ce qu'il est en mesure de réellement leur reprocher, pas seulement leur politique. La leçon est très vite comprise d'Eulenburg, qui se met en retrait pendant quelques temps. On a une période de répression qui s'ouvre alors, une vingtaine d'officiers qui sont condamnés pour homosexualité. Mais eh bien, la vie curiale le happe à nouveau bien vite, il réapparaît et Harden ouvre à nouveau le feu. Il accuse cette fois le prince d'une diplomatie privée, ayant fait rencontrer le conseiller de l'ambassade de France au Kaiser. Ce qui est en l'occurrence un moyen convenable de nouer les deux bouts de la ficelle. Parce que l'accusation ici portée d'atteinte aux intérêts du Reich et de trahison se double d'une deuxième accusation plus implicite, un message à ceux qui savent à destination d'un public plus restreint, puisque Raymond Lecomte, le conseiller en question de l'ambassade de France, était un pédéraste notoire. Il n'y a pas de raison que la maladie ne fût qu'allemande. Petit à petit, eh bien, se dessinent des attaques de plus en plus précises sur la double déviance d'Eulenburg, traître au Reich, traître à la normalité sexuelle et lien implicite des deux. À partir d'avril 1907, les attaques sont de plus en plus claires sur les mœurs déviantes des mises en cause. C'est avant tout politique, ce qui lui est reproché de mener une diplomatie contraire aux intérêts de la nation, parce que c'est une diplomatie de sodomite, par nature passif et romantique. Les allusions s'étalent au grand jour et on déplore dans les pages du journal d'Ardennes que soient décorés des invertis notoires. Ce sont donc 5 procès qui vont se succéder en moins d'un an, avec de multiples rebondissements et un parfum de théâtre de boulevard. On va les résumer rapidement. Le plus étrange dans toutes ces procédures, eh bien, c'est que les accusés aient accepté d'entrer dans la machine judiciaire, même sur insistance et ordre formel du Kaiser, parce que, eh bien, indépendamment de la décision, cela ne pouvait que saper la monarchie et leur image devant l'opinion publique. Comme on dit, calomnier, il en restera toujours quelque chose. L'homosexualité comme angle d'attaque n'est qu'un biais pour parvenir à des fins. Un angle d'attaque toléré et permis par le droit pénal allemand qui le réprime, mais considéré vaguement à l'époque comme un vice aristocratique ou artistique caché, et ça a dû produire effectivement un étrange effet sur la société du commun de le voir en première page. Parce que, angle acceptable ou pas, on l'a dit, dans l'Allemagne impériale, c'est un délit puni pénalement. Mais, sauf flagrant délit, eh bien, difficile de sanctionner un acte par nature privé, l'acte sexuel. C'était donc prendre le risque, eh bien, dans un procès de toutes les divagations au mieux, ou au pire, eh bien, prendre le risque d'un acte prouvé. Ce qui n'a pas tellement changé d'ailleurs aujourd'hui en matière de mœurs, hein, la rumeur ou le déshonneur, c'est un jeu perdant dans tous les cas pour les concernés. Bref, les tribunaux vont un petit peu naviguer à vue entre les faits incriminés, ceux réellement reprochés et la personnalité des accusés et de l'accusateur. Le Kaiser n'a d'autre choix que de forcer eh bien, ses accusés à se disculper. Il va forcer aussi quelques démissions d'homosexuels notoires dans son entourage, hein, ceux dont la brigade des mœurs de Berlin a confirmé l'homosexualité, sachant que la brigade en question ne montrera jamais au Kaiser la liste officielle qui comportait des centaines de noms pour éviter de décapiter trop d'administration. Être forcé à se défendre va conduire Eulenburg à porter plainte puis à être blanchi. Le comte Kuno von Moltke va lui provoquer en duel Harden qui va refuser, logique de l'ancien monde contre le nouveau, et donc le comte doit porter plainte pour offense en juin 1907. Offense et non diffamation. Vous notez, on a eu le cas récemment aussi pour les accusés quant à la situation d'état civil de notre première dame.
Et là, eh bien, stupeur entre Courteline et Dreyfus, entre le théâtre de Cocu et la grande trahison, Arden fait venir l'ex-femme de Moltke qui déclare sous serment avoir demandé le divorce car son mari aurait des inclinations différentes, et elle présente les lettres de son ex-mari au prince Eulenburg, justifiant bien l'existence d'un cercle secret autour du Kaiser. Cercle politique seulement dans ces lettres, mais la conjonction des deux est délicate, puisqu'il n'y a qu'un pas entre les deux mondes. Le témoignage de l'ex-épouse va faire sensation sur pas mal de points. Le tribunal déboute Moltke, donc, qui était à l'époque gouverneur militaire de Berlin, le 29 octobre 1907, au vu des témoignages de son ex-épouse, d'un soldat présent à des fêtes particulières et du témoignage de Hirschfeld, un éminent médecin. Que je vous mets là, médecin juif qui est une légende des homosexuels en Phalétin, qui va faire notamment la première opération de changement de sexe, entre autres progrès, qui est un détraqué notoire, mais là il est convoqué en tant qu'expert pour dire que Moltke est bien homosexuel scientifiquement et médicalement. Bien entendu, ça ne peut pas en rester là, donc intervention directe du ministre de la Justice, procès cassé, passage en correctionnel, rétractation des témoins et condamnation de Arden en janvier 1908, que la femme de Moltke ait été diagnostiquée hystérique pour avoir osé dire que son mari ne couchait jamais avec elle. Quelle femme, après tout, oserait parler de ce qui se passe dans sa chambre à coucher, à part une cinglée? Vraisemblablement, les types n'étaient pas prêts pour le monde du siècle suivant, celui des doubles pénétrations en 4K. Appel ensuite de Arden, jugement cassé, renvoyé en première instance et la farandole continue. L'affaire devient internationale, surtout qu'elle se double d'une seconde procédure qui va avoir, elle, d'importantes conséquences. Le chancelier Van Bülow avait été lui aussi mis en cause dans un procès qu'il avait remporté avant les procès de Eulenburg en novembre 1906 contre un journaliste ayant révélé qu'il était homosexuel. Mais à ce moment, eh bien, le prince Eulenburg, cité comme témoin, avait affirmé qu'il ne s'était jamais adonné à ce genre de pratique sous le coup du serment. Arden va en conséquence être fort malin pour faire tomber Eulenburg au cours d'un procès qui sera conclu en juin 1908. Qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, disposant de nouvelles informations, il demande à un ami bavarois de le diffamer sur l'affaire en prétendant qu'il avait reçu de l'argent pour se taire et ne pas conduire plus loin les accusations contre le prince. Arden intente donc un procès à son diffamateur complice. Procès qui s'ouvre en avril 1908 à Munich, donc hors d'atteinte de la Prusse, et Arden peut se défendre et citer à comparaître deux témoins homosexuels qui certifient avoir eu des relations avec Eulenburg. L'ami d'Arden est donc condamné à lui verser une amende qui remboursera, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que l'on a par ce jugement prouvé qu'Arden disposait de preuves solides contre le prince qui entame sa chute parce que son mensonge lors du procès précédent a maintenant force de la chose jugée à Munich. Le prince est en conséquence inculpé de parjure pour son témoignage dans l'affaire Van Bülow, il est incarcéré, mais l'affaire ne sera jamais jugée, de report en report, l'état de santé du prince étant jugé comme incompatible avec le procès. L'affaire face à Moltke se termine de la même façon par un règlement amiable, sous l'excuse des nobles intentions de Arden qui ne visait que le bien de la patrie, donc finalement, au bout de 3 ans de gros titres, ça fait pchit, comme disait l'autre. Mais eh bien, ce n'est pas ce qui compte réellement. Ces nobles intentions qu'Arden proclame et qui le dérobent sont qu'en fait, il n'aurait jamais souhaité porter l'action sur le terrain du délit pénal de l'homosexualité. C'est une tare privée qui ne l'intéresse pas et ce sont les concernés eux-mêmes qui, en portant plainte, auraient déballé toutes leurs vicissitudes. Pour lui, tout cela n'avait d'intérêt que dans l'optique du devenir national lorsqu'il est entre les mains d'une clique de gens, disons, trop efféminés. Posture un petit peu facile mais qui deviendra celle d'une partie du journalisme. On dénonce et l'on attend que l'enquête se lance pour écraser bien tous ses atouts sur la table. Arden ne diffame pas, il a des preuves solides, simplement il a établi une stratégie d'abord sur des allusions vipérines qui ont forcé les mises en cause à sortir du bois de Boulogne en l'occurrence. Mais in fine, la procédure judiciaire finit enterrée à la grande satisfaction de tout le monde. Les uns ont vu leur vie privée étalée au grand jour et souhaitent le retour du silence, les autres ont obtenu leur peau et ne voulaient rien d'autre. Pour très rapidement la fin de vie des protagonistes,
Bien après l'affaire, le prince Eulenburg, s'il est carbonisé politiquement, conserve de nombreux amis au gouvernement et continue de donner son avis sur la politique suivie. Il critique notamment largement le plan Tirpitz et le gaspillage de ressources vers une flotte de guerre qui déclenche la course aux armements, avec un gouvernement qui lui continue à parler de paix, et ce alors que l'Allemagne est une puissance terrestre avant tout. Ça n'est bien entendu pas dans une optique pacifiste, vision par ailleurs que lui pouvait avoir à titre personnel et politique, mais il annonce dès 1912 que le Kaiser veut la guerre dans un essai, et il réfléchit simplement donc à la meilleure façon de la mener, et de la mener, on va dire, honnêtement, en assumant la volonté de domination. Il est absolument ravi de l'entrée en guerre de 1914, et notamment l'impression donnée par l'Allemagne d'avoir eu la main forcée alors qu'il est lui parfaitement au courant des mécanismes en jeu. Néanmoins, il perd son fils en 1915 en Galicie, et il changera d'avis après la défaite, un peu trop tard pour être clairvoyant donc, et il meurt en 1921 à Liebenberg. Comme Arden d'ailleurs, qui étrangement connaît les mêmes revirements d'opinion, qui est un belliciste forcené en 1914 avant de devenir un pacifiste et soutien de la République de Weimar en 1918, et puis comme je l'ai dit de survivre à une tentative d'assassinat des Freikorps en 1922 et de mourir en 1927 exilé en Suisse. Je me permets de boire une toute petite gorgée d'eau. Se posent en conséquence de nombreuses questions. Le prince Eulenburg était-il réellement homosexuel ? Les homosexuels étaient-ils partout ? Quid de Guillaume II ? Et qu'est-ce que ça dit sur cette société d'avant, sur la nôtre ? Et était-ce vraiment l'homosexualité qui était reprochée, ou était-elle seulement un moyen pour arriver à ses fins ? Si Édith Cresson, première femme Premier ministre en France, je vous le rappelle, disait en 1991 dans un journal américain que 25% du monde anglo-saxon était homosexuel et que c'était ignoble, est-ce que c'est pour autant réel ? Propos qui par ailleurs nous fait réaliser à quel point les mœurs ont évolué. Dans le bon ou dans le mauvais sens, peu importe. Alors, l'homosexualité réelle d'Eulenburg et de la plupart des mises en cause ne fait aujourd'hui aucun doute. Si l'on pouvait penser au moment de l'affaire à des ragots, à une cabale, on a aujourd'hui assez d'éléments, notamment écrits, pour savoir avec certitude qu'on s'enfilait avec frénésie dans l'entourage de Guillaume II. On dispose de correspondances assez explicites, par exemple, disons que l'on n'a pas le flagrant délit, mais le faisceau d'indices, puisque qui parlerait de cette façon dans des lettres à cette époque pour rigoler avec des copains ? Personne, c'est un temps où l'on est sérieux et on ne parle pas de s'enculer pour rire. Ce qui pose un second problème. D'abord, les accusations étaient légitimes et juridiquement justifiées sur leur inversion, et ensuite, elles dénonçaient l'accusation, l'existence, réelle là aussi, d'un groupe d'intérêt autour du Kaiser. L'homosexualité, est-ce que c'était la raison de leurs liens et de leurs opinions, c'est un autre sujet, mais le hasard, qui fait parfois bien les choses, entraînait que l'on se retrouvait autour du Kaiser avec des gens partageant les mêmes vues et les mêmes orientations sexuelles. Dès lors, cette dernière était surtout, l'orientation sexuelle, le moyen le plus simple de les mettre à terre. Une campagne simplement politique avait beaucoup moins d'assurance d'aboutir. Là-dessus, rien n'a changé. Ce sera toujours plus simple de faire tomber un type pour des vices privés que pour des turpitudes publiques. Quant à Guillaume II, mis à part ses amitiés suspectes, tout reste à l'état de rumeur et on ne saura jamais si lui-même se faisait ramoner. Alors j'ai pas non plus recherché partout, mais généralement on l'y associe pour des questions simplement de caractère, et par rapport à cette affaire aussi, pas plus. Pareil, la rumeur attribue à l'un de ses fils, Eitel Frédéric, une probable homosexualité, mais là non plus j'ai pas été chercher les preuves. Ça n'est pas le cœur de mon sujet. Alors est-ce que ce bon vieux Maximilian Harden prenait une autre revanche ? On ne peut exclure que l'antisémitisme du temps ait pu incliner Harden à vouloir tenser le régime. Pour autant, là non plus, je n'ai pas trouvé de preuves formelles liant les deux faits. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'en attaquant le régime impérial, l'antisémitisme il va le raviver, il sera presque assassiné, on l'a dit, pendant qu'au procès de ses assassins, le tribunal reconnaîtra que ses écrits ont joué un rôle dans la provocation de la tentative de meurtre.
L'affaire et son protagoniste principal ont clairement joué un rôle dans le maintien d'un climat antisémite. Encore une fois, il ne faut pas prendre à la légère la publicité qui entourera les procès, mais est-ce que c'est la motivation du journaliste ? Je n'ai rien trouvé accréditant la chose. Alors, comment se défend ce Arden qui prétend agir au nom des intérêts supérieurs de la nation ? Eh bien, il est dans une position délicate, puisqu'il est capable de faire trembler le trône et en même temps tout à fait solitaire, se contentant bien d'insinuer et de dénoncer. Il ne semble pas poursuivre d'autres buts que d'obtenir l'éviction de ceux qu'il accuse et de se prémunir lui-même des poursuites. Il fait reposer sa légitimité sur son amitié tardive mais réelle avec Bismarck, dont il se fait le légataire et dont il tire à la base la plupart de ses informations sur la cour et bien entendu sur le, disons, particularisme du prince dont Bismarck connaît parfaitement bien les turpitudes et qu'il aurait pu passer sous silence s'il ne le considérait pas comme responsable de son éviction. Ah, vous voyez ici le docteur Hirschfeld à droite avec toute sa cour. Photo assez formidable. Deuxième légitimité qu'il prétend détenir, eh bien, la dénonciation d'un Kaiser qui ne peut pas faire fonctionner un Reich en étant entouré de malades et de dégénérés. L'homosexuel est un malade et Arden, alors dans l'optique du temps bien entendu, et Arden donc va se défendre en convoquant les plus grands médecins du temps pour le prouver et se justifier, d'où le médecin Hirschfeld. L'homosexualité comme acte performatif, la sodomie n'est pas le problème, c'est le caractère de l'homosexuel, pas assez viril, pas assez concentré, qui le rend inapte à la politique. À l'époque, il ne faut pas tout confondre, il ne s'agit pas de pénaliser l'acte et sanctionner une sexualité contre nature, enfin de fait ça l'est, mais ça n'est pas ce qui compte pour l'accusation ici, ce n'est pas le procès de la sexualité entre hommes, c'est celui d'une clique liée par cette dernière et dont les caractères personnels sont indignes de gouverner et donc rendent le Kaiser indigne. Alors, quelles conséquences ? Cette affaire a un profond impact politique et sociétal. Alors, bien entendu que politiquement, une telle affaire fait profondément trembler le régime. D'un point de vue sociétal, elle témoigne d'un monde en transition. En effet, plus que la monarchie, c'est l'aristocratie qui semble soudainement tout à fait inadaptée à la modernité. Comme on l'a dit, le chef d'accusation n'est pas ici la diffamation, mais l'offense, comme si l'honneur était plus en cause que la vérité. On peut plus s'enculer tranquille, et voilà que la plèbe s'en mêle. Vision aristocratique qu'on retrouve dans le duel, alors que le tribunal rend lui un jugement sur la diffamation et non l'offense en droit, puisque Arden est relaxé après avoir produit des témoins. Il est donc relaxé plutôt d'une accusation de diffamation plutôt que d'offense. Même chose en un sens pour le prince. Sa défense est certes celle d'un pédéraste, dirait Arden, fuyant le procès derrière un état médical de convenance, mais surtout, sa défense, c'est celle d'un ethos aristocratique, l'amitié virile germanique, historique, artistique, de valeur, peu importe, mais en tout cas pas à la portée du peuple. Et qu'est-ce que ça peut vous faire si ça nous conduit à sucer un pote ? Vous êtes des gueux. Les deux mises en cause principaux, donc... Eulenburg et Moltke témoignent d'une incompréhension totale du Nouveau Monde et de l'information démocratique qu'ils rejettent en bloc. On peut toujours invoquer Dieu, on peut toujours invoquer de grandes idées, le rejet de cette presse de caniveau, mais réduite à sa plus simple expression, eh bien ce sont simplement des hommes de pouvoir qui souhaiteraient pouvoir censurer ce qui les discrédite et leur fait du tort. Aujourd'hui, nos politiciens peuvent se taper à plein dans l'arrêt, on s'en fout, enfin en tout cas ce sera pas puni, mais ils essaieront toujours de censurer des turpitudes plus illégales qui existent encore, type consommation de stupéfiants. Ce n'est pas la culpabilité juridique ou même la crédibilité politique qui est en jeu, c'est l'honneur de l'aristocrate qu'ils défendent, ce qui trouble complètement les procès, d'autant plus que ce ne sont pas vraiment les individus que vise Arden, mais les mauvais conseillers et un gouvernement du Kaiser impropre à conduire la nation est basé sur des faveurs personnelles. Je vous ai mis ici la couverture des Rosenlieder de Eulenburg, qui, comme je vous ai dit, aimait beaucoup composer des chansons à l'eau de rose. C'est en tout cas ce que prétend Arden. Ce n'est pas un ennemi politique qui est la cible, puisque le prince n'est pas un politicien, il n'a pas de mandat, il n'a pas de légitimité, ni même d'idée qu'il incarnerait.
il est un courtisan avec un impact néfaste en mêlant la politique nationale à ses élans poétiques et ses goûts du jour, entourant avec son cercle un empereur sur lequel son impact ne peut être que négatif et favorisant donc l'absolutisme du Kaiser pour conserver ses prébendes. Donc critique de la nature du régime, soit. Mais critique aussi du Kaiser à peine voilé, auquel on s'attaque par le truchement d'un conseiller et ami, et l'affaire va faire évoluer les moyens et les aspects de cette critique. Ce qui était le lèse-majesté en 1890, eh bien, ne le sera plus en 1910, et d'ailleurs, Ardern y échappera tout à fait, n'aura aucune inculpation sous ce chef-là, c'est le gouvernement qui passe à la défense et qui a le souci de clore au plus vite l'affaire. C'est l'empereur qui est la principale victime, puisqu'il se mure dans un silence hautain. Or, il faut dire qu'il apprendra tout après les autres et que il semble, de ce que j'ai lu, plus ou moins tout découvrir et perdre complètement le contrôle. Et donc il rompra toute relation avec les mises en cause, mais cela ne change rien. Le silence en haut lieu pose problème, d'abord sur les influences politiques autour de l'empereur, et ensuite sur les mœurs en vigueur dans l'armée et dans les milieux nobiliaires, puisque l'affaire a suscité d'autres procès pour homosexualité, notamment contre des généraux. Or, aucune commission d'enquête n'est possible dans un Reichstag sans pouvoir, et l'on passe vite d'une contestation d'opportunité à une contestation générale de la structure du régime, où les partis se cabrent contre un gouvernement qui n'a de compte à rendre qu'au seul Kaiser, et donc, de fait, une modification d'ampleur pour une simple affaire de mœurs. L'affaire, elle est aussi le symbole des luttes de pouvoir des partis de cour. Si le parti conservateur soutient Eulenburg, puisque tenant de la vision aristocratique, il est évident que la frange belliciste ne lui pardonne pas une politique, j'allais dire vaguement francophile, ou en tout cas tolérant la constitution de cet axe Londres-Paris-Moscou sans rodomontade. L'indécision et le silence de l'empereur n'arrangent rien, et entachent encore plus l'image de la monarchie qui a laissé s'étaler le scandale en public. Et bien entendu, la diplomatie française note bien vite ces fêlures de l'appareil monarchique. L'affaire est à la confluence du scandale de la Yellow Press moderne, dont on avait parlé dans le cadre de la guerre hispano-américaine, donc à la confluence de ces scandales, on va dire journalistiques, et de la disgrâce traditionnelle de l'aristocrate dans un régime monarchique. Et de fait, la critique générale est plus importante que le biais qui est choisi. Cette critique, c'est celle de la sphère de pouvoir extra-politique, de la camarilla, de l'instance supranationale, bref, de celui qui tire les ficelles sans rendre de compte. C'est donc un conflit, encore une fois, entre ancien monde et nouveau, ce conflit-là étant, dans un État moderne prussien, la logique du favori et de la fonction patrimoniale du Conseil au souverain qui perdure, entraînant d'importantes contestations dans la société civile. C'est, disons, un baromètre de l'état de la société, de ce qui s'annonce en 1918 pour le pays. D'un point de vue sociétal aussi, et curieusement d'ailleurs, malgré une mise en cause négative par l'homosexualité, l'affaire ouvre la voie à plusieurs choses. Elle ouvre la voie à sa banalisation, parce que révélation au grand jour qui est au centre des débats publics, sa discussion ouverte médicale plus que pénale, et l'impossibilité de condamner par ce biais direct les mises en cause, ça rejoint aussi ce qu'on disait sur le paravent que dressaient les sociétés du temps. Ce n'était pas la première fois que bruissaient les rumeurs ou que l'on refusait un ordre à un noble au comportement inapproprié, mais là, l'État devait démontrer par le fait son impossibilité à gérer, ces comportements de rupture et de correctement, réprimer le déviant une fois révélé sa particularité. Alors, parce que ce sont en l'occurrence des gens puissants, mais ça ne change pas le fond du problème. De ce point de vue, l'affaire est vraiment très très importante dans ce que l'on appelle l'histoire LGBT, de façon wikipédesque. Il est absolument inédit que de grands aristocrates aient à se justifier en public sur leur vie privée, et ce, sur demande même de l'empereur. Alors s'il est évident que le régime monarchique sorte affaibli par le silence démissionnaire du Kaiser, pendant que sont étalées toutes les avanies de sa cour, il ne faut pas non plus surestimer les failles d'un régime qui succombera à toute autre chose. De même, c'est dans la littérature étrangère, plus que dans la littérature allemande, que l'on trouvera des références à l'affaire, et ne nous réjouissons pas non plus, cette affaire va ouvrir toute une litanie de procès similaires en France, notamment militaires, parce qu'il semblait que pour la première fois on s'interrogeait sur ce que pouvaient faire en privé des millions d'hommes enfermés ensemble dans une caserne.
l'affaire Arden est vue chez nous, à la fois avec ce sourire narquois, mais aussi avec une méfiance quant à la diffamation sur la vie privée des dirigeants, et au risque que tout pays prend de voir son prestige ainsi entamé par des accusations de ce type, sur lesquelles bien entendu il n'est pas à l'abri, parce qu'il ne peut pas gérer individuellement tous ses membres. On pourrait presque faire une autre vidéo sur les mêmes affaires en France, simplement elles ne sont pas politiques et pénales, elles restent des affaires de mœurs, puisque de toute façon, cette homosexualité n'est pas condamnée en France, comme je l'ai dit, entre 1791 et le régime de Vichy. Il ne faut pas sous-estimer pour autant complètement le versant politique de l'affaire, puisque en éloignant de Guillaume II cet ensemble de conseillers modérés, homosexuels ou non, peu importe, certains pensent que le scandale a eu un rôle non négligeable dans le déclenchement de la Première Guerre mondiale, avec l'intransigeance du nouveau cercle des proches qui remplace l'ancien. Alors, qu'est-ce que cela dit sur ce temps et sur le nôtre ? Dans le fond, l'affaire se suffit à elle-même. Ce qu'elle a dit sur le temps, c'est l'éternelle leçon de la distinction entre la rigueur pénale et son application, entre les mœurs affichées et les mœurs réelles, entre le cadre que tous doivent respecter et la liberté de la vie privée. J'insiste encore sur la profonde distinction avec notre époque où tout est supposément permis, mais où l'État est beaucoup plus intrusif, comme jamais d'ailleurs dans les mœurs de chacun, pour connaître leurs goûts, leurs orientations, leurs choix, leur genre, pour nous faire cocher des formulaires, pour nous dire comment baiser avec qui, enfin bref, tout un renversement complet des choses. C'est aussi la leçon politique sur le caractère éternel du lobbying, des confréries d'intérêts. On pourrait dire que ça n'a pas changé, puisque tout temps sera comme avec homme couchera, et que cette camarilla antiphysique est toujours là. Rachida Dati l'a dit il y a quelques jours, n'est-ce pas, qu'elle avait en face d'elle un complot homosexuel pour la priver de la mairie de Paris. Sauf que là, vous ne ferez plus tomber ces gens en disant qu'ils sont simplement pédés. Mais l'affaire Eulenburg n'est pas que cela, c'est celle d'un homme brillant, courtisan et ami de l'empereur, mais surtout tenant d'une ligne politique que certains ne pouvaient pas lui pardonner. Qu'il fût homosexuel ne fait aucun doute, qu'il fût un homme à abattre pour, on va dire, la coterie belliciste ne fait pas de doute non plus. Alors je pourrais en tartiner des plombes sur le rapport à la modernité, sur l'impact sur le régime, sur la friabilité de la vie privée en politique, sa nécessaire bonne tenue aussi, on l'a vu avec plein d'affaires, affaires Griveaux, etc., plein d'autres depuis hier et jusque demain. Ce que tu fais chez toi doit être moralement et légalement réglo selon les standards du temps. Bref, on pourrait dire plein de choses, mais je pense qu'on en a assez dit pour le moment. C'est vrai que c'est la conclusion qui est le plus intéressant, qui est la plus intéressante, mais je pense que après tout ce que j'ai dit, une large partie des faits et de leurs conséquences s'appréhende sans effort, et que le reste, vous serez capable de le discerner, on va dire instinctivement. C'est plus profond qu'une affaire de mœurs un petit peu rigolote où des types de l'aristocratie se roulent des pelles. C'était aussi l'occasion de parler un peu d'un fait social du début du XXe et on va dire de l'envisager à l'aune de nos propres valeurs et de ce que ça nous dit quelque part sur les valeurs d'un autre temps. Et aussi sur le fait que parfois, de simples affaires de mœurs politiques peuvent avoir des conséquences importantes pour une nation. On le voit encore, je sais pas, l'affaire Strauss-Kahn, quid d'un Strauss-Kahn président s'il ne tombe pas pour effectivement cette affaire de troussage de bonnes, comme avait dit Jean-François Kahn. Parfois dans le trivial se joue le destin d'une nation. Voilà, et dans le futur, je vais essayer de le faire peut-être une fois par an, au travers d'autres cas, en d'autres lieux, en d'autres temps, d'essayer de voir l'impact que ça a pu avoir sur une société pour une simple affaire de coucherie ou pour un meurtre ou pour ce genre de choses. Parfois il y a des conséquences très importantes pour une affaire qui en d'autres circonstances aurait fait la page 4 d'un journal dans un encart. Voilà pour ce soir. On en termine avec cette affaire d'homosexualité allemande en plein Second Reich.
de ses conséquences, à la fois d'un point de vue sociétal, d'un point de vue social, ce que ça dit sur eh bien, ce double monde de ce temps, de l'aristocratie et de la presse, de l'impact éventuel que ça a pu avoir aussi sur effectivement le remplacement d'un milieu de courtisans modérés par un milieu de courtisans bellicistes, puisque l'on aura la guerre quelques années plus tard. Une affaire de coucherie, la guerre de Troie, oui, tout à fait, effectivement. C'est vrai, de tout temps, les mœurs et la politique ont toujours eu partie liée. Donc voilà pour ce soir, on se retrouve suite du programme, donc normalement mercredi pour la seconde partie de l'histoire de Gênes. Vendredi nous reprenons depuis le début la partie Hearts of Iron 4 sur le mode Kaiserreich, donc encore une fois si vous voulez participer vous pouvez vous inscrire sur le Discord, de la même façon si vous voulez participer à toute autre chose, notamment aux réceptions, le Discord est ouvert. Effectivement, Aliénor d'Aquitaine aussi, mais on pourrait empiler les exemples des relations homme-femme, homme-homme et femme-femme maritales et sexuelles qui ont eu une influence énorme sur l'histoire. D'ailleurs, ça ferait presque une bonne tier list, peu importe. Donc voilà, pour ce soir et dimanche, pour conclure donc la semaine à venir, nous parlerons anticipation russe. Voilà, parmi les précurseurs, voire le précurseur de cette littérature, ça nous permettra de voir un petit peu autre chose. Bon, je vous remercie en tout cas pour votre écoute. On se retrouve dès mercredi. D'ici là, portez-vous bien. Faites attention à votre comportement, notamment sexuel, puisque vous n'êtes pas à l'abri non plus, et puisque les têtes peuvent tomber. Voilà, à bientôt, passez un bon début de semaine et on se retrouve mercredi. Bonne soirée à tout le monde, ciao ciao.